vais commencer par mettre un peu la table avant la présentation de Dan. Je m'appelle Marie-Hélène Deshaies, je suis présidente de la table citoyenne Littorales, citoyenne impliquée dans le projet de CSA depuis ses débuts. Dans ma vie de tous les jours, je suis professeure en travail social, je suis spécialisée en organisation communautaire. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est projet collectif, action collective, lutte collective, puis des projets qui sont porteurs d'émancipation, d'égalité, de solidarité, puis qui permettent surtout de penser le monde autrement. Donc, d'où mon intérêt pour le projet du CSA. Dans ma vie personnelle, j'ai vécu 25 ans dans le quartier Mézeray, j'ai élevé mes enfants. Donc, j'ai parcouru les rues, les parcs, les lieux publics des milliers de fois. Donc, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans le quartier. Puis c'est vraiment à partir de cette double posture-là que je me suis impliquée dans le projet. En fait, je me suis impliquée d'abord en 2016-2017, d'abord au conseil de quartier de Mézeray, puis par la suite autour d'un collectif citoyen en 2020 qui est devenu par la suite un organisme d'action communautaire autonome en défense collective des droits, donc la table citoyenne Littorales. On n'avait pas planifié ça, prévu, c'est vraiment arrivé avec le travail puis la réflexion collective. Donc, je vous présente, comme je disais aujourd'hui, pas ce matin, après ce soir, les origines, le contexte d'origine du projet de centre social autogéré. Je vais l'appeler CSA, c'est plus court. Et je vais vous parler un petit peu comment la question, mais j'irai pas très loin parce que Dan, c'est vraiment un spécialiste des communs, il va aller plus loin là-dedans, mais comment la question des communs est arrivée un peu dans notre réflexion et sur la table. Donc, peut-être à titre de rappel, je sais qu'il y en a qui m'ont entendu plein de fois le dire, mais je le répète quand même parce que je pense qu'il faut pas oublier cet élément-là. C'est que la mobilisation autour du projet de CSA, s'est d'abord construite en opposition à un projet de zone d'innovation et dans lequel on souhaitait rendre disponible pour le privé, pour des grandes entreprises du privé, un peu style Medicago, là, pour ceux qui ont connu Medicago dans le secteur. Donc, une quinzaine de terrains du secteur. Donc, c'était vraiment un projet très important. C'est un projet qui a suscité l'indignation, à la fois à cause du processus, de la façon dont ça se réalisait. Donc, une démarche qui se passait au-dessus de nos têtes, dans des hautes sphères, puis sans que les populations concernées fassent partie des discussions. Mais ça indignait aussi à cause de l'ordre de la finalité de ce projet-là, qui était un projet par et pour les industriels, pour répondre à des besoins des marchés, des financiers, des grandes entreprises, et dans un enrobage de discours truffés de buzzwords, participation, consultation, innovation, projet vert, projet écologique. Bref, on commence à les reconnaître pas mal, ces buzzwords-là, qui sont utilisés pour différents projets. Et ça se passait aussi dans un quartier avec l'un des taux de défavorisation sociale et matérielle les plus importants de Québec, où on retrouve des populations, puis là je parle pas de populations vulnérables, mais je parle de populations placées par le système économique dominant en situation de grande vulnérabilité. Pour moi, il y a une différence importante là. Des personnes immigrantes, des personnes seules, des chambreurs, chambreuses, des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, des personnes à faible revenu, bref, des personnes à qui le projet de zone d'innovation allait rentrer dedans, mais assez comme il faut. Alors, et ça se passait aussi dans un contexte où on voyait poindre dans le quartier des projets de développement de condos de luxe et où se manifestait de plus en plus l'appétit de promoteurs privés. Et en même temps, en parallèle de ça, ce qu'on voyait aussi, c'était des organismes sociaux communautaires. Il y en a eu une douzaine qui ont soit dû changer de quartier, être complètement relocalisés ou fermés parce qu'il manquait de locaux, il manquait d'espace pour leur permettre de poursuivre leur mission, qui est une mission de maintien puis de renforcement du tissu social. Donc, on voyait vraiment des transformations importantes. Puis c'est aussi dans un quartier où on retrouve de nombreux enjeux environnementaux, dont une piètre qualité de l'air, des nombreux îlots de chaleur, et on pense à la présence d'industries polluantes, Port de Québec, AIM, l'incinérateur, la White Birch, la circulation de nombreux camions de transit. Là, si vous allez vous promener au coin de Montmorency, Canardière, on voit là comment il y a de camions qui passent dans une journée. Donc, c'était tous des éléments de contexte qui contribuaient, je pense, à susciter l'indignation.
Alors, assez rapidement, dans cette mobilisation-là contre le projet de zone d'innovation, ben le garage municipal, c'est devenu un peu un lieu emblématique d'une autre façon de concevoir le territoire, une autre façon d'occuper, dans le fond, ce quartier-là. C'est un édifice qui est unique dans le secteur, hein, qui a sur le plan architectural, qui a des éléments vraiment intéressants. C'est un grand bâtiment. Mais en même temps, c'est un bâtiment qui est aussi invisibilisé parce qu'il est au coin de deux presque autoroutes urbaines, on pourrait dire, Canardière-Henri Bourassa, où on va rarement se promener juste pour aller se promener. Hein, on passe le plus vite possible, on évite ce coin-là. Mais quand on se met à regarder le garage d'un autre œil, on voit aussi le potentiel qu'il y a dans ce bâtiment-là. Donc, on s'est mis à le voir comme un lieu de rassemblement, de projets collectifs, d'initiatives citoyennes qui permettent de répondre aux besoins sociaux des populations, mais aussi de répondre aux défis environnementaux. Fait qu'on a toujours eu cette double vision-là, besoins sociaux, défis environnementaux. On a été inspiré par des initiatives existantes, notamment le bâtiment 7 à Montréal, mais d'autres initiatives. Aussi, on avait fait venir au début de la table par Zoom, hein, on était tous sur Zoom, donc différents projets qui se passaient, qui venaient nous parler de leurs projets. Puis, donc, on a rapidement proposé que le garage devienne un centre social autogéré, un lieu d'appropriation citoyenne et collective du territoire. L'enthousiasme a été là très, très rapidement pour le projet. Des citoyens et citoyennes, mais aussi des organismes communautaires, des collectifs citoyens, des organismes issus aussi de l'économie sociale et solidaire. Le besoin était là, puis le désir de travailler ensemble aussi autour de ce lieu-là. Alors, à peu près 100 moyens, hein, ou presque. Souvent, on mettait un peu d'argent pour faire de la pub. Bon, à ce moment-là, on faisait beaucoup de pub Facebook, ce qu'on a décidé de plus faire à un moment donné. Mais donc, on sortait de l'argent de nos poches, sans moyens financiers ou presque, mais avec beaucoup de détermination. On s'est mis en marche autour de différents questionnements. On voulait réfléchir à quels besoins plus précisément pourrait répondre ce lieu. Donc, toute la question comment on aménagerait ce lieu-là, quel pôle il y aurait. Comment on pourrait s'organiser maintenant pour travailler ensemble puis impliquer le plus largement de personnes, comment faire vivre ce lieu sur le plan financier à plus long terme, il y a des bons défis là-dessus. Aussi, quelle forme d'organisation donner à la vie associative et démocratique à partir de valeurs d'inclusion, de solidarité, d'un partage le plus horizontal possible du pouvoir. Donc, c'est plein de questions dont on s'est mis auxquelles on s'est mis à s'intéresser. Puis, autour de ça, ben, toute une communauté s'est mise en action. Alors, je peux vous dire le nombre de discussions, de réunions, mais aussi de doutes et de questionnements qu'on a échangés autour de ce projet-là et sûrement quelques bières aussi qu'on a partagées autour de ça. Vous dire aussi le nombre de fois où on a expliqué puis défendu ce projet-là, puis on a été plusieurs à le faire. Le projet et la vision qui est portée, on l'a fait évidemment de nombreuses fois aux consultations de la ville, on l'a fait dans les médias, on l'a fait dans des cours à l'université, on l'a fait auprès d'organismes communautaires, auprès de candidats lors des élections municipales, fédérales, provinciales. On a-tu fait provinciales aussi? Je sais plus. Les élus, les lieux de l'économie sociale. Donc, on a expliqué à de nombreuses fois le projet. Et ce qui a contribué à ce qu'à un moment donné, du côté de la Ville de Québec, le contexte a bougé. Il y a eu notre action, il y a eu d'autres éléments de contexte aussi politique, économique qui a fait que ça a bougé. Mais on est passé du côté de la Ville de la volonté de faire un incubateur d'entreprise dans le cadre de la zone d'innovation, donc à un centre multifonctionnel à vocation sociale. On n'est pas rendu au centre social autogéré, mais quand même, on a fait un pas dans ce sens-là. Puis l'idée de bâtir ce centre multifonctionnel à vocation sociale avec les membres de la communauté. Donc, ça a été identifié clairement que c'était autour des gens mobilisés actuellement que se construirait le projet. Alors, c'est quand même des avancées qui ont été faites. Alors, comment est arrivée la question des communs dans tout ça? Elle avait été nommée, là, je suis retournée voir dans certains documents, elle avait été nommée au départ, la question des communs, mais ça flottait un peu dans l'air, de façon pas très précise, mais c'était présent, mais ça restait souvent un concept un peu abstrait, un peu théorique. C'est plus un peu plus tard dans la démarche, lorsqu'on a cherché à mieux définir l'aspect de l'autogestion au cœur du projet,
que cette question-là est revenue avec plus de force, puis notamment dans nos discussions avec la ville. Alors, ce qui nous est alors apparu, c'est que le projet de CSA possédait les caractéristiques de ce qu'on appelle un commun. Là, tu pourras me contredire sur si ma définition est pas soit une pratique collective autonome de réappropriation citoyenne dans laquelle on retrouve une ressource partagée, donc le garage, une communauté en action et un modèle de gouvernance et de gestion collective, ce qu'on est en train de bâtir et de réfléchir actuellement. Donc, un modèle d'action qui est collective, qui est innovante, qui est fondé sur des valeurs d'égalité, de solidarité, d'émancipation. On s'est donc engagé dans une démarche pour approfondir la notion de commun. Je clin d'œil à Samuel qui est pas là, mais qui nous suggérait ou qui a mis dans notre tête la question de partenariat public commun. Ça nous donnait aussi une prise, parce que dans le mot partenariat public commun, il y a le mot commun, puis il y a la question de l'autonomie. Clin d'œil aussi à Lorraine qui a travaillé fort sur les fiches que vous avez vues circuler puis qui seront rendues disponibles sur un PDF qui permettent vraiment d'approfondir cette question-là. Puis ce que la question des communs aussi nous permet, c'est de nous identifier à un ensemble plus large d'initiatives citoyennes et collectives qui, même si elles sont différentes, qu'elles prennent plein de formes, il y a une vision d'après nous, d'après notre compréhension commune sur le plan de la collectivisation des ressources, de la démocratie et aussi comme alternative au modèle économique dominant. Et c'est ce qui nous a amené, comme le disait Azélie, dans le cadre de la campagne électorale municipale, d'en faire une de nos revendications. On a fait des pas, tant mieux, il y a plein de pas à faire encore. Et avec la campagne, ce qu'on demande aux candidats, c'est de s'engager par rapport à reconnaître le CSA, le projet de CSA comme un commun et le travail qu'on fait avec la ville comme un partenariat public commun, donc qui reconnaît l'autonomie des gens qui s'organisent autour de ce projet-là, la notion d'autogestion. On pense que c'est un projet qui est important, nécessaire, incontournable pour les quartiers. C'est pas juste Mézeray, c'est aussi Vieux-Limoilou, c'est aussi plus large que Mézeray. On a fait des gains, comme je vous disais, ça demeure fragile, mais donc dans ce contexte-là, on pense qu'il faut continuer à se mobiliser, puis il faut continuer à mieux nommer, puis être capable d'articuler ce qui nous anime et ce qui nous rassemble autour de ce projet-là. Voilà. Je laisse la parole. Merci. Mais merci beaucoup, Marie-Hélène, d'avoir mis la table. Samuel, est-ce que c'est Sam Paquin? C'est Samuel que tu connais. Ben oui. C'est mon étudiant. Je le dirige à la maîtrise. OK, donc merci beaucoup d'abord pour l'invitation, Marie-Hélène, la table. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Ça fait longtemps que j'accompagne de loin un peu le projet. On avait parlé éventuellement de faire un projet de recherche. Ça n'a pas encore abouti. Peut-être que ça va le devenir éventuellement. Marie-Hélène et moi, on se connaît notamment de l'Université Laval, mais aussi du CRISE. On est tous deux chercheurs au Centre de recherche sur les innovations sociales. Et bon, je me présente, Dan Furukawa-Marquez, je suis professeur au département de sociologie de l'Université Laval. Par rapport au commun, étant donné que c'est une conférence là-dessus, je me permets de faire une petite pub aussi. Je suis cofondateur d'un collectif qui s'appelle Le Critique. Vous pouvez trouver le site web sur Internet. Donc, c'est un collectif de recherche et d'intervention sur les communs. Au départ, c'était une subvention du fédéral que j'avais obtenue avec mon collègue Jonathan Durand-Folco. Et finalement, au lieu de faire que de la recherche, on a fondé un collectif en rassemblant des acteurs du milieu, des chercheurs. Et puis, cette année, on l'a converti en OBNL. Donc, maintenant, on est incorporé en OBNL. Et donc, là, on commence à faire des partenariats public commun avec des municipalités. Et donc là, on est avec Gatineau, peut-être Laval bientôt. Et donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aussi en termes de cadre théorique et de pratique derrière tout ça. Puis bon, mes travaux portent là-dessus. Puis bon, peut-être dernière pub. Cet hiver, il y a un bouquin qui devrait sortir aux presses de l'Université Laval. Ça s'appelle Politique des communs, que j'ai édité, dans lequel il va y avoir toutes sortes de chapitres, notamment sur la question des partenariats publics communs, qui a été rédigé par moi-même et Jonathan Durand-Folco, en prenant l'exemple de Barcelone que je vais vous présenter aujourd'hui.
Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas de support visuel parce que vous avez un PowerPoint avec plein d'images de Barcelone. Mais bon, je vais peut-être vous les montrer comme ça un peu de loin. Alors, je vais essayer de suivre mon programme. Donc, commencer par la question de, bon, la présentation s'intitulait « Changer le monde par les communs », pour interrogation, les partenariats publics communs à Barcelone. Et puis, comme plan de programme, je vais commencer par vous présenter peut-être un peu plus en détail les communs, donc notamment les deux écoles de pensée des communs, parce que je sais, est-ce que des gens ici avaient déjà entendu parler des communs avant? Annabelle, bien sûr, mais quand même, ok. Parce qu'il y a comme c'est devenu un peu un buzzword aussi. Il y a énormément de choses qui se sont faites là-dessus. Et des fois, on a de la difficulté à s'y retrouver. C'est pas tout le temps les mêmes compréhensions de qu'est-ce qu'est un commun qui sont en jeu. Certaines plus politiques, plus transformatrices que d'autres. D'autres plus, disons, j'allais dire académique, mais c'est même pas tant le terme, c'est vraiment plus dans l'ordre établi, qui ne cherche pas nécessairement à faire des communs une alternative de transformation sociale, alors que d'autres, c'est le cas. Donc, je vais vous présenter un peu ça au début, puis ensuite, je vais passer au cas de Barcelone qui nous intéresse. Je savais pas que c'était la revendication centrale de la table que de demander un partenariat public commun avec la ville, donc je trouve ça fantastique. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir en apprendre un peu plus de qu'est-ce que c'est exactement un partenariat public commun. Donc, les communs, c'est quoi? Je disais qu'il y a deux écoles de pensée parce qu'il y a fait deux narratifs, deux récits sur les communs. Les communs existent depuis des millénaires. C'est pas du tout un truc nouveau qu'on vient de découvrir et maintenant on en parle. Bien au contraire, si vous lisez des travaux d'historiens comme Peter Landbo retrace la question des communs depuis la Magna Carta, donc la fondation de notre droit moderne jusqu'à aujourd'hui. Des communautés, des circuits de communs dans toutes les Amériques existaient avant. Des zones en Asie avaient aussi des circuits de communs. Si vous lisez James C. Scott, Zomia, c'est toute une zone immense avec des circulations d'échanges. Ça rejoint les travaux d'anthropologues sur le don, la question de donner, recevoir, rendre. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de nouveau qu'on vient de découvrir et que tout d'un coup, c'est devenu la... J'insiste un peu là-dessus parce que dernièrement, on a fait des présentations devant des publics assez militants et qui étaient un peu sceptiques parce qu'ils se disaient « Ah, ça, c'est un buzzword académique, ça vient de l'université, qu'est-ce que ça a à voir avec les mouvements sociaux, etc. » C'est un peu là-dessus que je vais vous présenter un peu cette question. Et donc, effectivement, il y a deux façons que les communs sont revenus, disons, sur le devant de la scène. La première, c'est à travers un texte qui a été publié en 68 d'un type qui s'appelle Garrett Hardin. Et ça, c'était à la fois un universitaire, mais aussi un militant conservateur aux États-Unis. Qui avait donc un agenda politique, mais qui était aussi un chercheur, qui publiait des textes scientifiques, etc. Et il publie en 68 un texte qui s'appelle « The Tragedy of the Commons », la tragédie des communs. Et on est dans un contexte dans lequel on cherche des alternatives, on est en guerre froide, URSS, États-Unis, mais on cherche des alternatives déjà à un modèle de planification étatique complète versus propriété privée, économie de marché, etc. On a le modèle yougoslave d'autogestion qui commence à faire parler de lui un peu, révolution hongroise, socialisme africain. On commence à avoir ces débats sur des formes de gestion et de propriété qui ne sont ni publiques ni privées et qui seraient donc communes. Et donc, c'est un peu le contexte du débat dans lequel il publie. Et donc, il publie ce texte qui s'appelle « La tragédie des communs », qui va être très remarqué dans le milieu académique, mais pas seulement. Et ce qu'il dit, finalement, c'est qu'il prend comme exemple un champ de pâturage de moutons et il va dire que si on laisse le champ à la portée de tout le monde et que tous les pasteurs peuvent aller faire paître leurs moutons comme bon leur semble, le résultat, forcément, va être d'épuiser la ressource, puisque chacun se sert, on y va à volonté jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de ressources. Et donc, pour lui, c'est ça la tragédie des propriétés communes, c'est-à-dire que quand on laisse ça, une propriété qui n'est ni
sous gestion de l'État public ni sous gestion d'une entreprise privée, ben, c'est la tragédie. On va épuiser nécessairement la ressource. Donc ça, c'est un peu sa conclusion de l'article. Ça fait évidemment beaucoup parler. C'est une intervention politique dans les débats. Mais bon, deux choses. Son postulat de base, c'est un économiste qui prend des approches très économicistes. Donc, pour faire une histoire courte, c'est la théorie du choix rationnel, c'est l'homo economicus qui se comporte en fonction de ses intérêts personnels, qui n'a pas aucune règle autour de lui, donc il va toujours agir en fonction de ses propres intérêts. Et donc le pasteur, s'il agit en fonction des intérêts, ben, il va juste prendre le plus possible du champ jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc ça, c'est le postulat de base. Mais le grand problème, et c'est là que rentre la figure qui, dans le milieu académique, c'est elle qui va vraiment redonner les lettres de noblesse, disons, au commun, c'est Elinor Ostrom, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Et Elinor Ostrom, c'est une politologue américaine, mais qui va emprunter des outils des économistes méthodologiques, des économistes, pour critiquer Garrett Hardin. Elle va dire je vais multiplier des terrains d'études dans lesquels je vais aller étudier les communs, donc des ressources naturelles, dans son cas, gérées par des communautés, des forêts, de l'eau, des champs de pâturage. Partout dans le monde, elle va au Japon, aux Philippines, dans des contextes culturels assez différents, pour voir comment ces gens-là gèrent une ressource qui est commune à une communauté. Et finalement, elle va multiplier les exemples de ces types de communautés-là qui vont gérer de manière très appropriée, sans épuiser la ressource, de manière collective, avec des mécanismes de règlement de conflits, avec une distribution des droits, des faisceaux de droits qu'elle va appeler. Et donc, il y a tout un développement de normes, de règles, d'interdits. Donc, une institution, et c'est ça son grand apport, c'est une néo-institutionnaliste. Et donc, elle va prendre en compte pas seulement la question de la propriété commune, mais l'institution qui va se créer autour, la gouvernance qui va se créer autour de cette ressource-là, comment ça fonctionne, quelles règles ont été établies, comment ils les ont établies, de manière collective ou pas, hiérarchique ou pas, etc. Et elle va donc démonter l'argument de Hardin en disant que la grande erreur de Garrett Hardin, c'est de confondre libre accès, free for all, aucune règle, aucune norme, aucun mécanisme de règlement de conflit avec des communs, ce qu'elle appelle des common pool resources, des ressources communes. Donc, ça, c'est le narratif, disons, que si vous tapez les communs sur Internet, vous essayez de commencer à vous intéresser à ça, vous allez probablement trouver cette histoire que je viens de vous raconter comme étant l'émergence ou la réémergence des communs dans la sphère publique, dans les débats, etc. Ostrom va créer une immense école autour de ses travaux. C'est ce qu'on appelle l'école d'Indiana ou parfois de Bloomington. Elle va gagner le prix Nobel d'économie en 2008 ou 2009. C'est la première politologue qui gagne le prix Nobel d'économie. C'est pas pour rien. C'est parce qu'elle emploie des approches méthodologiques qui sont issues de la théorie économique, notamment la théorie du choix rationnel. Et donc, pour elle, la manière qu'elle va montrer que ça fonctionne, c'est que les gens dans les communs s'observent et se jugent. Et donc, finalement, n'ont pas intérêt à tricher, à épuiser la ressource parce que tous se connaissent. Et donc, s'ils agissent en fonction de leurs propres intérêts, ils vont se rendre compte qu'ils ont intérêt à coopérer entre eux pour préserver la ressource. Et donc, on est autrement dit dans le même cadre théorique très économiciste, mais en montrant que on peut quand même faire de la coopération, gérer de manière commune une ressource, et que ça fonctionne. Mais ça, c'est l'histoire de la première école, c'est l'école d'Indiana, de Bloomington. À côté de ça, il y a des gens qui écrivent aussi sur les communs, les féministes notamment dès les années 70, des féministes comme Silvia Federici, Fortunati, des féministes qui étaient dans la lignée du matérialisme féministe, qui traitaient des questions de travail domestique, de reproduction sociale, qui commencent déjà à regarder ces questions des communs de près. Il y a un collectif qui s'appelle Midnight Notes Collective, où Federici fait partie, commence à publier beaucoup là-dessus dans les années 70-80, donc à peu près en même temps que toutes ces choses-là se passent. Et cette deuxième école de pensée des communs va critiquer les travaux d'Ostrom, va d'abord les saluer parce que c'est quand même elle qui a un mérite tout à fait
légitime d'avoir remis ça sur la place publique, d'avoir fait beaucoup de travaux de terrain qui montrent cette gouvernance collective qui fonctionne, etc. Donc, l'idée, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est de pointer quelques angles morts quand même importants. Le premier étant justement le manque d'historicisation, de problématisation historique. Hein. Elle regarde ce qui existe aujourd'hui, voici comment ça fonctionne, ça marche. Hein, ça s'intéresse pas à l'histoire des communs, comment les communs finalement ont toujours existé et ont toujours été détruits par les classes dominantes, notamment à partir de l'avènement du capitalisme. Donc, première critique importante, on ne regarde pas d'où viennent les communs, comment les communs ont toujours participé à structurer des milliers de sociétés tout au long de l'histoire. Si vous voulez des exemples encore plus actuels, le dernier bouquin posthume de David Graeber, David Wengrow, au commencement était The Dawn of Everything en anglais, c'est une brique de 800 pages qui réécrit littéralement l'histoire humaine, où ils vont montrer des exemples infinis de sociétés égalitaires, collectives, qui géraient leurs ressources de manière commune. Et donc, dans cette deuxième école de pensée, ce qui va être important, c'est cette question de l'histoire des communs. Et c'est là qu'on va tomber dans des choses que Marie-Hélène, en fait, vient de vous expliquer un exemple très concret. Mais c'est ce qu'on appelle la deuxième vague de privatisation. Et donc, on va commencer en regardant, disons, dans les dernières décennies, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on commence à voir ça. Et le point de départ, si je prends quelqu'un comme Christian Laval et Pierre Dardot, et c'est là que la question c'est pas un mot qui vient des universitaires seulement et qui devient, qu'on essaye d'inculquer dans les mouvements sociaux maintenant. Dardot-Laval, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder, comme des bons sociologues, qu'est-ce qui se passe comme phénomènes sociaux, notamment autour des mouvements sociaux, qu'est-ce qui est important dans les sociétés depuis les 30 dernières années. Et ils vont se rendre compte que des mouvements très différents, comme la lutte contre Bechtel à Cochabamba en Bolivie, des Autochtones, où ils vont dire l'eau est un bien commun, la lutte contre la privatisation de l'eau à Naples, dans une culture complètement différente, vont aussi revendiquer le commun, l'eau est un commun. Les occupations de place 2011, Occupy Wall Street, etc., c'était des occupations qui avaient déjà cet esprit de commun et donnaient le mot. Le parc Gezi, l'occupation du parc Gezi à Istanbul se disait être une commune, en référence explicite à la commune de Paris en 1871. Et donc, ils commencent à observer des mouvements sociaux dans des cultures très différentes, cultures politiques très différentes, où le mot commun revient sans cesse, avec des revendications assez semblables. Et donc, ça, c'est le point de départ. C'est une observation sociologique, hein, des revendications nouvelles, passablement nouvelles des mouvements sociaux depuis, disons, les années 90. Les mouvements paysans qui luttent contre l'accaparement de terre. Et donc, on regarde ce qui se passe et on se dit, il y a quelque chose à comprendre. Hein, il y a un phénomène nouveau, hein, il y a une revendication nouvelle qui apparaît un peu partout. Comment rendre compte de ça? Et si on regarde des travaux d'économie politique ou l'histoire un peu du capitalisme, on remonte un peu à qu'est-ce qu'étaient les communs en Angleterre, qui est le point de départ finalement de l'avènement du capitalisme. Marx, Capital, volume 1, chapitre 24 ou 25, je me rappelle plus, accumulation primitive. L'accumulation primitive, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène des enclosures. Le phénomène des enclosures, c'est l'expulsion violente, brutale des paysans de leurs terres qui s'appellent des commons en Angleterre. Ça commence au 15e siècle, fin du 15e siècle, hein, jusqu'au 19e siècle. C'est un long processus où les seigneurs féodaux vont expulser les paysans. C'est le début de l'exode rural, de la misère dans les villes d'Angleterre. On perd notre gagne-pain, on perd notre mode de vie, en fait. Hein, donc, c'est des terres qu'on avait un droit d'usage, on pouvait piger dans les ressources comme on voulait. Et donc, ça, c'est la première privatisation, les enclosures des communs. Ça va se produire un peu partout dans le monde. Hein, on va diminuer, rétrécir à chaque fois plus les ressources communes. Ça va donner naissance au capitalisme parce que c'est les gens qui ont accumulé du capital à travers ces expulsions-là par le commerce textile en Angleterre notamment, qui vont avoir les moyens pour partir les premières, ce que Polanyi appelait les fabriques du diable, les satanic mills, les premières industries capitalistes, les premières manufactures capitalistes qui vont avoir l'argent pour prendre les nouvelles technologies, machines à vapeur, etc., employer les employés et partir des premières industries capitalistes. Et donc, si on historicise la question des communs, ça commence là,
Hein. Et pour Marx, c'était une condition donc de l'avènement du capitalisme. D'autres penseurs vont dire finalement, si on regarde ce qui est venu après au 20e siècle, on se rend compte que à chaque fois que le capitalisme entre en crise, hein, on est en crise économique, on manque de profit, on a un taux de profit, une baisse tendancielle du taux de profit, on a besoin de nouvelles débouchés pour relancer l'économie. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est des privatisations, une extension des privatisations pour aller chercher de nouveaux marchés. Fin des années 90, on a un immense phénomène de nouvelles privatisations qui fait dire à certains auteurs qu'on est dans une nouvelle vague d'enclosures. Hein. Privatisation des terres, privatisation des terres agricoles des paysans, l'accaparement de terres, privatisation aussi de nouveaux types, l'information, la connaissance, les traditions, donc privatisation des semences par exemple, on peut plus planter des semences d'année en année en Inde, c'est Monsanto qui brevette la propriété intellectuelle. On commence à étendre le champ de choses qu'on peut privatiser. Et là, c'est le phénomène, le rebond, hein, c'est que une fois qu'on perd des choses qu'on prenait pour acquis jusqu'à maintenant, on se rend compte à quel point ces choses-là étaient vitales dans nos modes de vie. Et donc, c'est en réaction à la vague de privatisation qu'on commence à voir apparaître un peu partout dans le monde la revendication du commun. Et donc, ça, c'est le phénomène à comprendre pour la deuxième école de pensée que certains vont appeler néo-marxiste ou, disons, critique, qui problématise les communs en rapport au capitalisme, notamment dans une perspective historique. Donc, ça, c'est, si on regarde les mouvements sociaux qui revendiquent les communs, c'est beaucoup plus dans cette lignée-là des communs qu'on va entendre leur propre compréhension à eux de qu'est-ce que c'est qu'un commun. Au-delà de ce que Marie-Hélène vient de vous donner, c'est effectivement ça, une ressource, une communauté, des pratiques. Hein. Mais pour eux, c'est ce qui structurait, ce qui permettait un mode de vie, notamment si vous pensez aux Autochtones. Et donc, se faire retirer ça, c'est littéralement toute leur vie, tout leur mode de vie qui s'écroule. Et donc là, ça devient flagrant, visible comme étant la chose la plus importante à revendiquer, c'est de récupérer, se réapproprier les communs. Une définition pour vous situer un peu, ça ressemble à ce que Marie-Hélène a dit, mais on a fait une définition au sein du critique. Les communs sont des ensembles de pratiques sociales et c'est important pour la distinction aussi avec l'autre école qui met beaucoup l'accent sur le bien. Hein, c'est encore une fois dans une perspective d'économiste, un bien rival non excluable. Donc ça, c'est la ressource qui tout tourne autour de la ressource. Dans l'autre école de pensée, c'est pas tant le bien qui est important que les pratiques sociales autour de ces choses-là. Donc, des pratiques sociales de gestion commune, d'obligations qui sont engendrées par ces gestions-là, donc des droits et des devoirs envers un groupe, envers une communauté. Hein, ce qu'on appelle parfois des pratiques de commoning en anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. Des fois, on dit des pratiques de mise en commun. Mais autrement dit, c'est vraiment les pratiques sociales qui vont être prépondérantes dans ces questions-là. Ils vont répondre à différents besoins et aspirations. Donc, on est vraiment dans la question des besoins sociaux, repenser la relation avec l'environnement, la nature. Dans les collectivités, des communautés, sans communauté, pas de commun, pas de communauté, pas de commun. Autogouvernées. Donc qui ont une forme de gouvernance autogérée, participation collective, prise de décision collective, etc. Et qui donc donnent une alternative à la propriété privée et à la propriété publique. Certains vont même aller plus loin, ils vont dire que c'est même pas la question d'une propriété commune, on va dire qu'on doit aller dans l'inappropriable, donc on doit aller au-delà de la propriété même. Dardo-Laval sont beaucoup là-dedans. Mais cette question d'une alternative claire et qui fonctionne, qui a été démontrée qui fonctionne. Est-ce que ça va jusqu'ici? Bon, ça, c'est les deux écoles de pensée des communs. Et maintenant, j'arrive à le cas d'étude. Et donc, Barcelone, qui va peut-être vous intéresser davantage parce que là, on est vraiment dans la question des partenariats publics communs. Et selon moi, l'année passée, j'avais fait un terrain avec Jonathan. On est allé un mois en Europe, à Barcelone et en Italie, à Bologne.
j'aurais peut-être pas le temps de parler de Bologne aujourd'hui, on pourrait y revenir pendant la période de questions, mais là aussi en Italie, il y a des choses très intéressantes qui se font. Mais Barcelone est peut-être un peu plus avancée en termes de politique publique des communs. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, printemps 2011, crise économique monumentale. Donc, vous vous rappelez, plus grande crise depuis 29. Le taux de chômage en Espagne de la population active est à 20%. Ça vous donne une idée. Les 16-24 ans, le taux de chômage est à 55%. Hein? Le taux de chômage actuel au Québec est à 6. Hein? Là, on parle de 20%. 1/5 de la population n'a pas d'emploi. Conséquence des mobilisations massives partout en Espagne contre les politiques d'austérité. Et le 15 mai 2011, on décide d'occuper les places dans les grandes villes espagnoles. Donc, l'occupation, la première, c'est la Puerta del Sol de Madrid. C'est la naissance, que vous avez peut-être déjà entendu parler, du mouvement des indignés, des Indignados. On est dans la foulée des occupations de Occupy Wall Street. Printemps arabe vient d'avoir lieu aussi. Donc, on est dans cet imaginaire de répertoire d'action collective, des occupations, des développements de campements pour donner une visibilité à certaines revendications et aussi dans une certaine mesure de préfigurer une certaine société avec les relations sociales et pratiques qu'on aimerait voir dans notre société. Le mouvement va éventuellement s'essouffler un peu et se transformer. Et au niveau espagnol, c'est le parti Podemos qui va canaliser un peu. Donc, un nouveau parti politique va être fondé, va avoir beaucoup d'élus. C'est Pablo Iglesias qui va avoir qui va faire 2 mandats, je crois. Et au niveau des villes, ça va se dérouler de façon différente d'une ville à l'autre. Mais Barcelone, c'est une grande coalition de mouvements sociaux, notamment des mouvements pour le logement, mouvements de l'économie sociale et solidaire, mouvements écolo, féministes, qui réussissent à s'entendre, à se concerter, créer un nouveau parti politique qui va s'appeler Barcelone en commun. Et Barcelone en commun prend le pouvoir en 2015 et réussit à faire 2 mandats, perd les élections donc en 2023. Nous, on était là l'année passée, donc ça faisait déjà 1 an qu'ils avaient perdu les élections, mais c'est les socialistes qui sont au pouvoir en ce moment, donc c'est pas trop inquiétant. Ils pensent pas qu'ils vont démanteler tout ce qu'ils ont fait. Mais Barcelone en commun prend le pouvoir avec une plateforme politique très explicite qui est municipalisme et commun. C'est ça nos 2 inspirations politiques. C'est le municipalisme, inspiré de Murray Bookchin. C'est peut-être le plus important penseur de la question du municipalisme. Et les communs, donc Barcelone en commun, c'est explicitement une référence au commun. Et donc, on va prendre le pouvoir pour explicitement, c'est toute la campagne faite autour de ça, démocratiser la gouvernance municipale, décentraliser le pouvoir de décision aux mains des citoyens à travers notamment des partenariats publics communs. Mais le point important ici, c'est que les gens qui prennent le pouvoir, c'est des militants des mouvements sociaux qui, beaucoup deviennent cadres dans la ville et qui donc transposent leur vision de terrain à la ville et essayent de faire le changement, donc la transformation de l'intérieur. Donc, les partenariats publics communs, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat entre la ville et des initiatives collectives citoyennes, des communs, qui peuvent prendre diverses formes, mais celle qu'on a particulièrement étudiée l'année passée, c'est la réappropriation de bâtiments. Tiens donc, ça tombe bien. Donc, des espaces vacants qui ont été réappropriés par les citoyens pour en faire des communs. On en a visité plusieurs et donc, c'est pas qu'il y en avait pas avant, bien au contraire. Barcelone a toute une tradition, un héritage de lutte anarchiste. Hein, pensez à la guerre civile 36-39, lisez Hommage à la Catalogne de George Orwell. Donc, à cette tradition d'autogestion, hein, d'autonomie locale, d'organisation des quartiers, qui est très forte, et donc ça se prêtait bien à ce type d'initiative aussi, donc c'est important quand même à le souligner. Et donc, ils avaient déjà des bâtiments 7, pour ceux qui connaissent, donc des gros bâtiments réappropriés, certains qui existaient depuis 30-40 ans, mais qui n'avaient jamais été reconnus légalement, juridiquement, par les réglementations juridiques, les catégories juridiques de la ville, parce que c'était justement un peu des
des cas flottants, si on veut, là. Pas illégaux, certains étaient illégaux, mais tolérés. On savait pas trop comment faire avec ça. Ça faisait longtemps que ça existait, ça fonctionnait bien. Les voisins trouvaient ça très important. Et donc, il y avait ce mouvement qui existait un peu en souterrain, de manière souterraine, sans reconnaissance. Et donc, l'idée, c'était de faire en sorte que ça devienne la règle et pas la norme. Comment on fait pour multiplier ce type d'initiative-là qui finalement joue un rôle central dans le développement des quartiers? Souvent, ils vont fournir des cliniques communautaires, de l'éducation populaire, des accueils d'immigrants, des cours de langue, des garderies, etc. Mais tout un peu avec les moyens du bord. Hein, sans une reconnaissance officielle, formelle, etc. Et donc, comment on fait pour faire essaimer davantage ce type d'initiative? Hein, donc, ça, c'était le but explicite de la prise de pouvoir. Hein, c'était de redonner le pouvoir aux citoyens, décentraliser le plus possible les services municipaux aux mains des citoyens en créant de l'emploi et en leur donnant un pouvoir d'autogestion, hein, un pouvoir de gouverner eux-mêmes leur quartier. Essayer ultimement de faire une espèce de confédération de quartiers où les quartiers auraient un pouvoir de décision égal à la ville-centre et on aurait véritablement une influence sur les politiques publiques municipales, etc. Donc ça, c'est la vision, disons, large. C'est ce qu'on appelle parfois, on va essayer de communaliser l'État. Donc l'idée, c'est pas simplement de mettre quelqu'un au pouvoir, garder les institutions telles qu'elles sont, c'est vraiment de transformer l'État local, hein, la gouvernance municipale de l'intérieur, changer complètement la gouvernance municipale. Comment ils ont fait ça? Ils avaient déjà un programme qui s'appelle le transfert de patrimoine qui permettait à la ville de transférer du patrimoine public aux mains des citoyens qui avaient un projet collectif, etc. Ils avaient aussi le besoin donc d'une reconnaissance légale, formelle, d'un certain type de gestion, d'initiative qui n'existait pas. Et ils avaient beaucoup d'argent. Ça tombait bien. Barcelone était avec un bon coffre financier. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par cartographier, et ont fait un censo qu'ils appellent. Ils ont cartographié tous les espaces publics vacants de la ville et ils les ont mis sur Internet. Ils ont dit aux citoyens, voici tout ce qui est à votre disposition. Proposez-nous des projets avec tel et tel critère. Démocratique, écologiste, féministe, impact local du quartier. Donc, ils ont développé une grille et c'est pas la ville qui a développé cette grille-là, je vais y revenir, mais il y avait cette grille-là. Et ils ont dit, si ça cadre dans ces critères-là, hein, vous allez avoir accès à une enveloppe de financement séparée d'une compétition, disons, avec des projets privés, etc. Et donc, vous allez pouvoir soumissionner là-dedans et ceux qui rentrent le plus dans les critères, vous allez recevoir un financement pour partir ces projets-là. Et donc, le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un réseau d'espaces communautaires. Ce sont tous des bâtiments réappropriés de grande ampleur. Là, on parle d'immenses bâtiments, style bâtiment 7, style le garage municipal. Et ils ont à peu près 85 bâtiments 7 dans la ville, dans tous les quartiers de la ville, qui donc fournissent ces services-là, mais maintenant avec une reconnaissance légale, parce que la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est de créer une catégorie juridique qui reconnaît ce qu'ils appellent la gestion communautaire. Mais la gestion communautaire, en pratique, c'est de l'autogestion. Et donc, ça, c'est un des critères principaux. Il faut que le truc soit autogéré. Si vous avez une gestion hiérarchique, etc., ça fonctionne pas, vous ne rentrez pas dans les critères. Il faut que ça soit autogéré pour pouvoir avoir accès à tel financement. Donc, reconnaissance légale de la gestion communautaire, respect de l'autonomie des pratiques et des formes de gouvernance. Donc, oui, autogestion, mais il n'y a pas un modèle unique qui doit être le même partout. Il y a différentes formes de prise de décision collective. Ça peut être consensuel, ça peut être à majorité, etc. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un top-down complet, voici, je dicte tout ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose comme une gestion collective. Il y a des exemples très différents dans ce spectre-là. Donc, on a visité des Cambaggio, que je vous montrais les images tantôt. Ils sont très, très anarchistes, disons. C'est dans un côté du spectre. Eux, partenariat public-commun, ils s'en foutent complètement. Quand ils ont besoin d'argent, ils cognent à la porte de la ville, donnez-nous de l'argent. Après ça, on collabore pas avec vous. Nous, on fait nos trucs, laissez-nous tranquilles. Puis, il y en a d'autres qui sont dans une cogestion carrément avec la ville. La ville, dans leur assemblée, la ville est là, participe aux prises de décision avec eux et sont vraiment dans une cogestion, une collaboration, une coopération avec la ville. Donc, c'est quand même un spectre. C'est pas tous des bâtiments 7 pareils comme à Montréal.
mais néanmoins, c'est un réseau de 80 et quelques bâtiments réappropriés par les citoyens et qui sont représentés dans le réseau d'espaces communautaires, ce qui est très important parce que ça, c'est un lobby politique. Et c'est une autre chose qu'on a appris là-bas qui est très importante, c'est la manière qu'on va faire pression sur l'État, comment ça fonctionne là-bas. L'économie sociale et solidaire est très, très forte en Catalogne en général, et le réseau d'économie solidaire de Catalogne, qui représente, disons, les coopératives, les associations OBNL, un peu que ce serait comme un peu le mélange du chantier d'économie sociale et le CQCM ensemble. C'est pas que tout est harmonieux là-dedans, il y a des tensions, des conflits comme ici, mais néanmoins, ils ont quand même cette organisation qui est financée par la cotisation des membres et non pas par l'État. Et donc, eux, leur rôle, ils se considèrent comme essentiellement un lobby politique de pression sur le gouvernement, alors qu'ici, le chantier et le CQCM sont majoritairement financés par l'État. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de... Pas le CQCM, mais par les membres, mais quand même, l'État est pas très loin, me semble-t-il. En tout cas, il se considère pas comme un lobby politique, ça c'est certain. Comparé, disons, à... C'est l'autonomie totale, mais il se considère pas comme un... Non, mais on peut débattre. J'ai des collègues qui sont contre ce que je dis ici aussi, parce que dès qu'on touche au chantier puis au CQCM, j'ai des collègues plus anciens qui ont travaillé beaucoup là-dessus, c'est des débats qu'on a constamment avec eux, mais on peut en discuter. Là-bas, la plateforme politique du réseau d'économie solidaire, elle est explicitement anticapitaliste. Il faut transformer le système. Je pense que le CQCM est un peu loin de ça. On va ouvrir complètement la boîte de c'est quoi le système économique et on va vraiment essayer de transformer les choses de l'intérieur. Ils ont joué un rôle important parce qu'ils participent à un écosystème, ce qu'on appelle un écosystème de commun, avec des joueurs comme eux, qui sont des représentants des initiatives collectives locales, mais qui ont un pouvoir justement de pression politique vraiment fort et qui réussissent à mettre d'être des chiens de garde, disons, pour que les gouvernements essayent de transformer les choses. Deux derniers points. Comment les initiatives d'appropriation d'espace perdurent dans le temps. Ça, c'est en concertation avec le réseau d'économie solidaire, le réseau d'espaces communautaires, des mouvements de logement. Ils ont développé, non pas parce que les partenariats publics en avaient besoin, mais parce que eux-mêmes en avaient besoin, avant même que Ada Coller et tout ça rentre au pouvoir. Ils commencent à penser à une manière de s'auto-évaluer pour améliorer leurs pratiques. Et en concertation avec tout le monde, ils développent une matrice, une grille d'évaluation qui leur permet d'année en année de faire une évaluation de qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis améliorer ces pratiques-là. Dans les critères, il y a démocratie, environnement, écologie, féminisme, inclusion, impact du quartier, etc. Donc, on a développé des espèces d'indicateurs, si on veut. Est-ce qu'on coche les cases là-dessus? Est-ce qu'on pourrait améliorer telle chose, etc. Et la Ville a fini par prendre cette même grille comme critère d'évaluation des projets aussi. Et donc, le financement, maintenant, devient conditionné à le respect de ces critères-là qui ont été forgés par les propres mouvements sociaux. L'étape qu'ils sont en train l'année passée, quand on était là, qui était en train de négocier, c'est d'avoir un conseil de participation au sein des instances de la Ville, dans lequel les mouvements peuvent siéger et donc co-construire les politiques publiques au sein de la Ville, avoir un poids égal au sein de la Ville. Donc, l'idée, c'est de créer vraiment un cadre institutionnel complètement différent de ce qu'on est habitué de voir. Changer aussi la culture politique. On a interviewé l'année passée la sous-secrétaire générale de l'économie sociale de la Catalogne au complet, qui avait une vision à peu près semblable aux mouvements sociaux qu'on voyait sur le terrain et qui disait que le plus grand défi, c'est de changer la culture politique de l'intérieur, donc la culture politique de comment ça fonctionne une ville. C'est là qu'ils partaient de plus loin pour les fonctionnaires qui sont là depuis longtemps, etc. Comment on fait pour refaire les mentalités, refaire les manières de voir les choses. Ça se fait quand même, puis je termine là-dessus. La dernière politique qu'ils ont réussi à faire, ça s'appelle les communalités urbaines. Et donc, peut-être juste un petit point avant ça. Il y a un joueur qui a joué un rôle très important. C'est une coopérative de recherche qui connaissait autant les milieux
du mouvement social que le fonctionnement de la ville. Et c'est eux qui ont été embauchés et ont réussi à obtenir le contrat de la ville pour dessiner la politique publique que j'ai pas nommée d'ailleurs, qui s'appelle Patrimoine citoyen. Donc, toute la question de gestion communautaire, transfert de patrimoine, le bilan social, bilan communautaire ont été toutes englobées dans une même politique publique qui s'appelle la politique de patrimoine citoyen, qui a été développée par la Hydra. Donc, la Hydra, avant, c'était un clin d'œil à la Hydra du mythe, des 9 têtes qui n'en finit pas. Donc, c'est comment on fait pour toujours ressurgir des cendres. Finalement, aujourd'hui, c'est juste Hydra sans le H. Mais eux ont joué un rôle central parce qu'ils avaient l'expertise théorique, de recherche et de terrain des deux côtés. C'est ce qu'on appelle un acteur intermédiaire qui était capable de faire une traduction entre les revendications des mouvements sociaux et qu'est-ce qu'on était capable de faire au sein de la ville pour intégrer ces choses-là. Donc ça a été important. Et donc, dernière chose, la politique de communauté urbaine. Là, on fait une mise à l'échelle, on sort de Barcelone, on va au niveau de la Catalogne et on a des communautés, ils appellent ça des communalités, qui ne sont pas les mêmes que les territoires administratifs. Et ce sont des villes et des mouvements sociaux qui décident de dire, on a réussi à rassembler 3-4 villages dans cette région-là, on a un projet, on a créé une assemblée générale et on aimerait avoir du financement pour développer un écosystème entre les villes qui serait axé sur la question des communs, des partenariats publics communs, de développer les initiatives collectives citoyennes. Donc, ils ont 3-4 communalités qui sont assez vastes, donc ça implique plusieurs villes ensemble qui collaborent entre elles, mais dans cette même perspective d'avoir une assemblée générale où siègent à la fois des élus et des mouvements sociaux. On co-construit ensemble, on distribue l'argent collectivement en assemblée générale. C'est pas la ville qui reçoit l'argent et qui dit quoi faire avec ça. C'est vraiment, on est à pied d'égalité dans l'assemblée générale. Et on essaie de construire, d'aller un peu plus loin dans la mise à l'échelle pour faire des territoires complets qui débordent le cadre des villes. Je m'arrête là, j'ai parlé trop déjà. Merci beaucoup.